Vous me recevez? Je vous reçois. Alors, par contre, j'ai pas votre image. Là, c'est tout bon. Ouais, l'image que vous avez de moi est Bon, correcte, hein, il n'y a pas de souci. merveilleuse même. Très Merveilleuse. très bonne image. C'est parti. Allez. Alors, Monsieur Messan, vous êtes internationalement connu pour vos analyses en géopolitique. On a même vu récemment des proches de Donald Trump scruter avec attention les publications que vous mettez sur le réseau Voltaire. Je rappelle que le réseau Voltaire, c'est plusieurs spécialistes de nombreux pays qui présentent leurs analyses en géopolitique. Mhm. Vous êtes plus précisément connu depuis le début des années 2000 où vous avez dénoncé les attentats du 11 septembre comme étant en fait l'amorce d'un plan de remodelage, notamment du Moyen-Orient. Oui, Et oui. ce courage vous a valu d'être obligé de fuir votre pays à partir du moment où, par effet de latence, on est passé de l'administration Chirac au gouvernement Sarkozy. Et Mhm. on a vu un changement notable dans le comportement du gouvernement français à ce moment-là. J'aimerais, pour nos auditeurs, que vous reveniez sur cette partie de votre vie où vous avez été obligé de fuir votre pays. Et en réalité, ce que j'essaye de mettre en relief, c'est que, en même temps que l'imposture de la guerre au terrorisme s'est déclinée en Europe, Mhm. suite à l'impulsion George Bush-Tony Blair, on a eu une avancée des lois liberticides. Et vous avez probablement été le premier à en pâtir. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs le problème? Oui, mais ce n'est pas un problème législatif. Le gouvernement français n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que, en fait, quand Nicolas Sarkozy a été élu, il est allé directement aux États-Unis, prétendument en vacances pendant quelques jours. Et en fait, à ce moment-là, il a mené une négociation personnelle avec le président Bush. Et il y est allé avec lui-même toute une équipe qui a négocié avec l'équipe du président Bush. Quand il est revenu en France, on n'a pas su vraiment ce qui avait été négocié, on l'a découvert plus tard, mais un de mes amis qui travaille à l'état-major, qui travaillait à l'état-major, vous savez qu'à ce moment-là, moi j'étais un homme politique en France, je m'occupais d'un parti de centre-gauche, j'étais quelqu'un de tout à fait respecté. Hein. Bon. Et donc, lorsqu'il est revenu, cet ami m'appelle et me demande à ce que nous nous rencontrions. Moi, je croyais qu'il allait me révéler des choses sur des conflits internes au ministère de la Défense, et ce n'était pas du tout son intention. En fait, il m'a dit, voilà, lorsque le président est rentré, nous avons reçu plusieurs ordres, dont un qui est de t'éliminer. Moi, j'étais complètement abasourdi, j'y croyais pas. Non. Puis il a beaucoup insisté, il m'a dit que je devais partir tout de suite, que c'était très grave, etc. J'ai quand même mis plusieurs jours à réfléchir, et puis j'ai eu non pas des confirmations, mais des indications qui me montraient que c'était tout à fait possible. Donc voilà, j'ai fait mes valises et je suis parti. Sans savoir d'ailleurs ce que j'allais faire. Je suis parti avec Et l'idée que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Bon, en fait, je ne d'accord, suis jamais retourné en France. Et effectivement, euh, dans les mois qui ont suivi, euh, alors je ne peux pas dire que ce soit les services français, mais en tout cas, plusieurs fois, on a essayé de m'assassiner. Dans un cas, je peux dire avec certitude que ce sont les services français qui ont cherché à m'enlever et à me remettre aux États-Unis. Mais bon, dans les autres cas, je ne sais pas qui. Vous savez, quand on fait ce genre de choses, on ne marque pas sa signature. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai bénéficié à ce moment-là du soutien d'abord en premier lieu de la Syrie, qui était un pays que je connaissais parmi d'autres, hein, mais c'était en fin 2007, et donc je suis venu en Syrie, comme je ne savais pas où aller, je suis venu en Syrie, où le, une personnalité importante ici m'a accueilli dans sa famille, m'a prêté un appartement qui appartenait à sa belle-fille parce qu'elle venait de se marier avec son fils. Donc voilà, il y avait un appartement libre, voilà où je me suis installé. Hein. Et puis j'ai continué depuis Damas à mener mon activité, aller fréquemment au Venezuela, en Russie, etc. Après, je me suis installé un petit moment à Beyrouth. Puis
bon, j'ai fait plein de choses et je suis revenu ici à Damas en 2011, au début des événements ici. Ça veut dire que le droit à chaque citoyen français d'être protégé par l'État a été enfreint, Oui, clairement, on est bien d'accord. Mais ben, que moi, c'est... j'ai été abasourdi qu'on puisse me dire que des autorités françaises allaient tuer un de leurs ressortissants. Voilà. D'accord. Et vous avez fait la relation avec le fait que c'est parce que vous critiquiez le 11 septembre et le plan de Non, remodelage du non, 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 Moyen-Orient que ça. Non, c'est non, pas pour non, ça. non. Oui et non. Ce que je veux dire, c'est que à partir de 2002, donc 5 ans plus tôt, quand j'ai publié euh, mon Le- livre sur le 11 septembre, donc, à ce moment-là, immédiatement, les États-Unis ont menacé de m'assassiner. Et à l'époque, le président Jacques Chirac a pris ma défense et les services de l'Élysée, alors que j'étais dans l'opposition à Jacques Chirac, les services de l'Élysée m'ont systématiquement protégé. Et les États-Unis ne voulaient pas tuer eux-mêmes un ressortissant français parce que la France est membre de l'OTAN, donc ils avaient demandé au Mossad israélien de m'assassiner. Et le président Chirac a eu une discussion avec le premier ministre israélien de l'époque, qui était M. Sharon, et il lui a dit que la protection de la France s'étendait à l'ensemble du territoire européen. Donc après ça, chaque fois que je me déplaçais à l'étranger, l'Élysée appelait son homologue dans l'État étranger en question pour lui dire il est sous votre responsabilité, vous devez le protéger. Donc chaque fois, j'étais très très bien protégé. oui, et puis vous veniez pas de nulle part. Vous êtes né à Bordeaux, c'est ça, hein, si j'ai bien Oui, oui, oui. compris, Oui, et vous avez fait Sciences Po. oui, oui, oui. Oui. Non, mais Donc vous avez un parcours lisible, c'est ça, vous n'êtes j'ai pas... un euh, parcours très lisible et euh, j'ai été très connu dans les milieux politiques en France. Et à l'époque, je passais très fréquemment à la télévision. Hein. C'était. D'accord, mais Voilà. alors donc sous Chirac vous avez été protégé, sous Sarkozy Oui, il s'est soumis en fait aux injonctions de l'administration Bush, hein, que ce soit clair. absolument. Il Et, a considéré que. Voilà. et, et depuis ce temps-là, que ce soit sous Sarkozy ou François Hollande ou même Macron, vous n'avez pas la possibilité de revenir parce que vous n'êtes pas en sécurité en réalité. Alors, c'est pas tout à fait ça. Sous Nicolas Sarkozy, c'est resté comme ça jusqu'à la fin, aux 3 derniers mois du mandat de Sarkozy. En fait, à ce moment-là, il y a eu un- toute enfin, toute une opération ici en Syrie, parce qu'il y avait des soldats français qui se battaient ici pour encadrer les djihadistes contre l'État syrien. On se Et situe dans quelles années à peu près pour situer, hein? ah, ah, euh, en Donc c'est 2012. 2012. Donc au début 2012, euh, le- les, les djihadistes, alors il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas du tout la guerre comme ça l'a été par la suite en Syrie. À l'époque, il y avait très très peu d'événements proprement militaires. Ce qui était surtout, c'était des attentats, euh, des destructions contre des symboles plutôt. Et puis, il y a eu la création d'un émirat islamique ici, dans la banlieue de Homs, à Baba Hammer. Et cet émirat islamique était défendu par l'armée française. Il y avait des comment s'appelle, euh, euh, des missiles français qui étaient installés autour de ce quartier, en fait, pour empêcher l'armée syrienne de donner l'assaut. Et il y avait des officiers français, ils n'étaient pas très nombreux, peut-être une quarantaine, pas plus, hein, même moins que ça à mon avis, mais il y avait des officiers français qui encadraient ce qu'on appelle des takfiris, c'est-à-dire c'est une branche des frères musulmans qui est extrêmement violente et qui considère il est un devoir de tuer tous ceux qui ne partagent pas leur vision de l'islam. Donc, euh, ces takfiristes, il y avait à peu près tous les takfiristes syriens qui étaient là. C'est-à-dire, en fait, 3000 personnes, pas plus que ça. Hein. Mais ces combattants
était là pour durer. Donc si on attaquait cet émirat islamique, ça ne pouvait être qu'un bain de sang. Il n'y avait pas de possibilité de négocier avec ces gens-là. D'accord. Donc, à l'époque, il y avait une division dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, cette division avait déjà eu lieu pendant la guerre en Libye. En Libye. Et j'avais fait partie du gouvernement libyen à ce moment-là. Guerre en Libye 2011, et là on se situe en 2012 quand la France s'est pivotée vers la Syrie, du coup. Hein. Voilà. D'accord. Donc, bon, moi je connaissais ces divisions dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, puisque je les avais déjà vues au moment de l'affaire libyenne. Donc quand il y a eu le siège de l'émirat islamique de Bab el-Hamer, le gouvernement syrien ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait donner l'assaut et tuer 3000 personnes? Est-ce qu'il fallait négocier? Mais on ne pouvait pas accepter que ça dure comme ça, parce que ces gens-là faisaient des directs sur toutes les télévisions du monde en disant que c'était terrible ce qui leur arrivait, qu'on les bombardait en permanence, ce qui était complètement faux. Il y avait toute une mise en scène qui était faite autour de cet émirat. Donc, il se trouve que la personne qui dirigeait le siège de Bab el-Hamer connaissait personnellement le ministre français de l'Intérieur et est entré en contact avec lui. Donc, je ne sais pas bien comment ça s'est passé au sein du gouvernement de Nicolas Sarkozy, mais le président Sarkozy a autorisé son ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, à négocier avec les autorités syriennes pour mettre fin à cette situation. Et donc, le gouvernement syrien m'a demandé de venir comme tiers de confiance dans cette négociation. J'étais un ressortissant français et tout le monde savait que je défendrais les intérêts français, même si le gouvernement français cherchait à m'assassiner. C'était deux choses complètement différentes. Et d'autre part, j'avais la confiance du gouvernement syrien. Donc voilà, j'ai été assisté aux négociations. Claude Guéant a envoyé ici un de ses représentants et sur place, on a commencé à négocier avec les djihadistes. Il se trouve que ça n'a pas vraiment fonctionné. On nous a demandé de nous retirer et en fait la négociation a continué par l'intermédiaire de la Russie pendant 2 jours et il y a eu un accord. Donc à ce moment-là, l'accord prévoyait de retirer, de laisser partir les soldats français qui étaient là avec les gens qui les entouraient et que les combattants qui restaient sur place se rendent aux autorités syriennes. Tout ça a eu lieu. Et le chef d'état-major français est venu au Liban, à la frontière avec la Syrie, récupérer les soldats français que la Syrie avait laissés partir. Tout ça est parfaitement vérifiable, même si ça n'a jamais été reconnu par la presse française, et évidemment, les autorités françaises n'ont rien dit, les autorités syriennes non plus. Donc, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, j'aurais pu retourner, pendant 3 mois, j'aurais pu retourner en France, mais je ne l'ai pas fait. Certainement, c'est une erreur de ne pas l'avoir fait à ce moment-là. Parce que lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir, il a relancé la guerre. Il a considéré qu'il n'était pas tenu par l'accord passé par son prédécesseur. Il a relancé la guerre et là, ça a été une vraie guerre, puisque là, tout le monde s'en est mêlé, on a fait venir des troupes du monde entier, etc. Bon. Donc, moi, ma situation est redevenue terrible à ce moment-là. Et mais excusez-moi, mais qu'est-ce que ça aurait changé que vous reveniez en France pour vous? Vous dites que ça a été une erreur de votre part. Peut-être que s'il a relancé la guerre, vous auriez peut-être plus en danger en France, non? C'est pas le. Oui, j'aurais été très en danger en France, ça j'en suis certain. Donc j'aurais été pas tué en France, j'en suis certain. Vous avez donc eu de la chance de ne pas être revenu en France. J'aurais dû revenir à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, parce que lui venait de conclure cet accord
Et il était sincère quand il a conclu cet accord qui n'a duré que 3 mois. D'accord, d'accord. Je vois ce que vous Voilà. voulez dire. Et ensuite, donc, la guerre a été redéclancée par François Voilà. Hollande. Bon. Et là, vous dites que... Ensuite, on a à nouveau essayé de m'assassiner ici, etc. Donc, et là encore, je ne peux pas dire ce sont les services français qui l'ont fait. Je peux dire simplement, on a essayé de m'assassiner. Bon. Et sous Macron, c'est encore décliné ou ça a changé? Non, d'accord. Non. Actuellement, je n'ai pas eu à endurer quoi que ce soit. D'accord. Peut-être maintenant, je pourrais retourner en France, je n'en sais rien. Pour autant, par prudence, Voilà, je n'ai pas de contact avec le gouvernement de M. Macron. Oui, mais par contre, sur place, vous pouvez constater que ce qu'a fait François Hollande est poursuivi par le gouvernement actuel. Donc, vous pouvez probablement déduire que... Non, mais le gouvernement français poursuit ça, mais avec des petits moyens. Il y a très peu de soldats français actuellement sur le sol syrien, même s'il y en a. Moins engagé que François Hollande. Donc vous dites que le gouvernement Macron est moins engagé dans le conflit syrien que le gouvernement Hollande, de ce que vous constatez vous, sur le terrain. Beaucoup moins, parce que la guerre, en fait, elle arrive elle est presque terminée ici. Donc le gouvernement français sait très bien que il ne peut pas poursuivre son rêve de recolonisation de la Syrie. C'est ridicule. D'accord. Alors, il y a un problème aussi. Petite chose, hein. Je continue à voyager dans d'autres pays. Voilà. Et vous précisez ça pourquoi particulièrement? Parce que je ne suis pas enfermé en Syrie. Ah d'accord, vous voulez juste préciser à nos auditeurs que vous n'êtes pas pris en otage, quoi, tout simplement, mais personne l'avait... Oui. Il est évident que... Non, mais il est évident qu'on avait compris que vous n'étiez pas l'otage du gouvernement syrien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce que j'aimerais préciser dans notre échange, c'est que c'est vrai qu'en Occident, on a une très mauvaise perception du monde arabe et de ses subtilités. Par exemple, on voit que la Syrie, pour le cas de la Syrie, 80% des gens sont de confession sunnite. Tandis que pour l'Irak, un peu moins, 70. Oui. Alors, à contrario, en Irak, 80% sont de confession chiite. 80% sont de confession chiite. Un peu moins aussi, mais ils sont majoritairement chiites. Oui. Mais le paradoxe, c'est que les Assad qui sont alaouites sont plus proches du chiisme, alors que Saddam Hussein, par exemple, était un sunnite. Ça veut dire qu'on a des leaders opposés à la majorité religieuse des gens. Non, ça ne veut pas dire ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Non. En Irak, Saddam Hussein s'est maintenu par la force. Donc oui, on peut dire qu'il n'avait pas la même religion que la majorité chez lui et il favorisait la minorité dont il était issu. Donc lui était en Syrie, c'est très différent. Lui était sunnite et dirigé par la force des chiites, tandis qu'en Syrie, pourtant, ce sont deux pays qui sont partagés par le bassisme au départ. Et le bassisme, normalement, est censé être tolérant envers les autres religions. Donc, vous dites que Saddam Hussein se démarque du bassisme dans le fait que c'était un dictateur qui s'imposait par la force, alors que les Assad respectent le bassisme dans son rapport aux autres religions. C'est ça que vous voulez dire? Absolument. Vous savez que Saddam Hussein a connu une lente dérive, en fait. Hein. Et au départ, c'était certainement un homme très bien, mais avec le temps, c'est devenu quelqu'un de tout à fait catastrophique. Bon. Et par contre, en Syrie, la doctrine de l'État reste le baasisme, qui est directement issu de la Révolution française, hein, je vous signale quand même. C'est la base du baasisme, c'est la référence à la Révolution française. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que justement le point focal syrien n'est pas au niveau de l'Empire et de la prédation de l'Empire sur la Syrie? Est-ce que ce n'est pas l'idéologie cohésive du bassisme qui pose problème parce que ça freine, évidemment, s'il y a une cohésion dans le monde arabe comme le bassisme le souhaiterait, ça bloque l'expansion d'Israël finalement au détriment des pays arabes. C'est ça peut-être que l'Empire cherche à bloquer, c'est la velléité arabe de cohésion. Parce que si on revient un peu en arrière, à la fin des années 70, on voit qu'il était question que la Syrie et l'Irak ne forment qu'un seul pays. Et c'est à ce moment-là qu'un leader
qui avait des velléités, enfin un leader émergent qu'on appelle Saddam Hussein, a empêché cette union. Et c'est là que les relations sont détériorées entre le clan Assad et les Hussein. Et on a retrouvé d'ailleurs le père de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, dans la coalition de la première guerre du Golfe contre l'Irak. Par contre, le fils s'est démarqué du père quand en 2003, il a refusé de valider l'invasion de l'Irak par les Américains. Donc, moi, ma question c'est... Non. Il ne s'est pas démarqué du père. Il se trouve que la première guerre contre l'Irak, c'était à propos du Koweït, tandis que la deuxième guerre à laquelle vous faites référence, il n'y avait aucune raison objective de faire la guerre à l'Irak. Donc la Syrie n'a pas fait cette deuxième guerre. Vous voulez dire que le père de Bachar al-Assad n'aurait pas participé à la coalition anti-Saddam Hussein de 2003? Parce que il n'aurait certainement pas participé à celle de 2003. D'accord, parce que je m'étais dit peut-être que le fils arrivait un peu à se démarquer du père dans le conflit avec l'Irak, dans une logique de cohésion bassiste, justement. Et je me disais, est-ce que la Syrie n'est pas l'opportunité d'une reprise cohésive du monde arabe qui bloque, vous connaissez le problème de Laurence d'Arabie et de l'interférence des Anglais, des Américains et des Anglo-Saxons en général dans le monde arabe avec le diviser pour mieux régner. Et moi, je m'étais dit, la Syrie est le point focal d'un conflit parce que c'est une velléité de cohésive du monde arabe que les Anglo-Saxons ne supportent pas parce qu'ils sont implantés pour des raisons notamment de poursuite d'un modèle économique problématique au niveau de la dette. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, c'est sûr, depuis un siècle maintenant, les désordres qui ont été créés au moment de l'effondrement de l'Empire ottoman et de son remplacement par les empires anglais et français, tous ces désordres continuent jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce désordre, l'État d'Israël a été créé au départ avec une volonté de créer un grand Israël ou tout au moins de contrôler politiquement et économiquement toute cette région. Mais aujourd'hui, ce rêve tient du passé. Il n'y a plus en Israël que M. Netanyahou tout seul qui pense ça. Son armée n'est pas prête à envahir l'ensemble du monde arabe et ça n'est pas envisageable. Ce qui se passe maintenant, c'est autre chose. Depuis 2001, plusieurs guerres ont été déclenchées dans un cadre unique. Il y a d'abord eu l'Afghanistan, puis l'Irak, puis la Libye, puis la Syrie, puis le Yémen. En fait, ces guerres ont toutes les mêmes caractéristiques et il ne s'agit que d'une seule guerre qui s'allume dans des foyers différents. C'est pour ça, quand vous m'avez contacté, vous m'avez dit on parlera de pourquoi la guerre continue ici en Syrie. Elle continue en Syrie parce qu'elle continue dans les autres foyers. Et elle ne se terminera en Syrie que si l'on arrive à apaiser les autres foyers. Donc, il faut bien comprendre que l'objectif de cette guerre n'a aucun rapport avec les populations qui sont touchées par cette guerre. Ce qui se passe en Afghanistan, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe ici en Syrie. Ce ne sont pas du tout les mêmes peuples. Ce n'est pas du tout la même histoire. Et pourtant, ça continue. La guerre que les États-Unis ont créée en Afghanistan, ça a commencé fin 2001. Ça continue encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pire qu'en 2001. Je crois comprendre ce que vous voulez dire. Je me rappelle qu'on avait échangé sur le sujet de Robert Kennedy Jr. qui avait exposé que le conflit en Syrie avait débuté quand Bachar al-Assad avait refusé un projet de pipeline avec le Qatar. Vous aviez dit, c'est vrai, mais seulement partiellement, parce que le but, ça n'est pas... Alors, Robert Kennedy Jr., c'est le fils de Bobby Kennedy qui a été assassiné en 68. Vous aviez dit, c'est partiellement vrai, parce qu'en réalité, ce n'est pas une question de ressources naturelles, c'est une question de maintenir en état de dégradation des pays du Moyen-Orient.
Est-ce que vous pouvez nous décliner, parce que ça s'inscrit dans le cadre du plan Cérebrovski, si j'ai bien compris. Hein. Absolument. Donc, en 2001, au moment où il y a eu les attentats à New York et à Washington, Donald Rumsfeld a nommé un nouveau directeur du bureau de transformation de la force au Pentagone, l'amiral Cebrovski. Et celui-ci avait déjà élaboré sa théorie géopolitique et il a commencé, dès la semaine qui a suivi le 11 septembre, il a commencé à former l'armée des États-Unis à cette nouvelle théorie. Donc, pour moi, c'est évidemment indissociable des attentats du 11 septembre, mais bon, peut-être on peut dissocier, ok. Donc, toujours est-il que sa théorie, c'était que les États-Unis étaient entrés dans une phase de déclin et que pour rester la première puissance du monde, ils devaient non pas contrôler les ressources du tiers-monde, mais contrôler l'accès à ces ressources. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas besoin pour eux aujourd'hui du pétrole du Moyen-Orient. Aujourd'hui, ils sont excédentaires en pétrole. Ils ne l'étaient pas en 2001, mais bon, ils sont devenus excédentaires en pétrole. Pourtant, ils continuent à faire la guerre ici. Et leur intérêt, c'est d'avoir la main sur le robinet, de pouvoir dire qui aura ce pétrole et qui n'en aura pas. Et de cette manière, d'imposer leur volonté aux États développés. D'imposer leur volonté et aussi de percevoir une taxe sur ceux qui auront accès à ce pétrole. Et comment vous expliquez cette volonté de maintenir en état de dégradation? Parce que c'est intentionnel, ces dégradations. Hein. Oui, alors, l'amiral Cebrovski disait on peut diviser le monde en deux zones. Il y a d'un côté des pays riches, ce qu'on appelle les pays du Nord, en fait, même si ils ne sont pas tous au Nord, mais les pays du Nord, et puis d'un autre côté, les pays pauvres, ou plutôt les pays dont l'économie n'est pas encore globalisée. Donc, s'ils ne sont pas globalisés, on peut les retirer des échanges internationaux, ces pays-là. Et il a dessiné une carte où, en fait, la moitié du monde se trouve former un bloc compact. Alors évidemment, si vous êtes au milieu de cette masse, vous allez être détruit aussi, hein, même si vous êtes intégré dans l'économie globale, parce que simplement vous êtes mal placé. Bon. Donc il dit, ces États-là, nous allons contrôler l'accès à leurs ressources naturelles, que ce soit le pétrole, mais ça peut être le cobalt, n'importe quoi. Hein. Et nous devons nous assurer qu'ils n'auront pas la possibilité de contredire nos décisions. Donc nous devons supprimer leurs structures étatiques. Donc ça ressemble à la théorie du chaos israélienne, mais c'est très différent. Ça n'est pas du tout pour les mêmes raisons. Et donc on va installer une forme de chaos dans ces États. Et le Pentagone a décidé de commencer cette opération par une région qu'ils ont eux-mêmes dessinée, qui n'existait pas auparavant et qu'ils ont appelée le Moyen-Orient élargi. Ça ne veut rien dire le Moyen-Orient élargi. En fait, ça part de l'Afghanistan et ça devait aller jusqu'au Maroc initialement. Et ça descend dans la Corne de l'Afrique. Donc toute cette région, il était prévu dans les 10 années suivantes d'en détruire les États, sans exception, y compris les pays qui sont jugés amis des États-Unis, comme la Turquie ou l'Arabie Saoudite, qu'il fallait détruire. Ça, c'est ce qu'il a écrit, Cebrovski. Et pendant plusieurs années, il a enseigné, il est passé dans toutes les académies militaires, il a donné des conférences absolument partout sur ce thème, mais il y avait très peu d'écrits disponibles. Cependant, un de ses adjoints, Thomas Barnett, a écrit un livre en 2005 sur ce thème. Alors évidemment, il ne dit pas c'est ça que nous allons faire, mais il explique pourquoi on va le faire. Donc ce livre a été un grand succès aux États-Unis. Malheureusement, il n'est pas traduit en français, ni d'ailleurs dans aucune autre langue que l'anglais. C'est assez étonnant. Et vous l'avez relayé sur le réseau Voltaire. On peut y avoir accès partiellement, on va dire.
Non, moi j'ai expliqué ce qu'il y avait dans ce livre, mais D'accord, vous avez fait un résumé. vraiment, c'est un livre que vous pouvez lire. Il est disponible en langue anglaise. Voilà, je regrette qu'il ne soit pas disponible en langue française, parce que vous verrez l'énormité de ce projet. Et D'accord. moi, Et quand j'ai lu ce livre, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, c'est de la propagande, tout ça. Bon. Et en fait, au bout de plusieurs années au Moyen-Orient, je me suis rendu compte que non, c'est bien ça qui se passe, ça n'est pas autre chose. Il n'y a pas une épidémie de guerre civile, ça n'existe pas les épidémies de guerre civile. Hein. donc vous dites que les administrations américaines successives ont suivi en fait le plan Serebrovski, tout simplement. Voilà. Absolument. Jusqu'à l'arrivée de George Bush, de Trump. Donald Trump, qui a remis en cause cette doctrine qui datait de George Bush Jr. Voilà, mais Parce que, George Bush et Obama ont fait exactement la même politique. et vous dites que Trump semble être incliné à faire différemment. Pourtant, si on regarde formellement sur le terrain, le conflit n'est pas terminé en Syrie. Non, non, mais il y a eu un changement majeur. Au cours de la guerre ici en Syrie, les États-Unis, qui avaient prévu de diviser l'ensemble de la région selon des États ethniques. Vous savez, il y avait eu en 2005, au moment où Thomas Barnett a publié son livre, il y a eu aussi la publication de la carte que l'état-major des États-Unis avait dessinée du Moyen-Orient remodelé, on disait à l'époque. Et donc on divisait les grands États en plus petits États sur une base ethnique et on déplaçait les populations de force. Et tout ça a été écrit longtemps à l'avance, dès 2001, au moment des attentats, dans la publication Parameters. C'est la publication de l'armée de terre des États-Unis. c'est pas le plan pour le nouveau siècle américain dont vous parlez. Non, 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 non. D'accord. Je parle des écrits du Pentagone. D'accord. Donc dans Parameters, qui est la revue stratégique de l'armée de terre des États-Unis, euh, euh, je cherche le nom de ce colonel, Ralph Peters, le colonel Peters, a publié un article. C'est lui qui, après, 4 ans plus tard, a publié la carte dont il parle dans cet article. Mais elle existait déjà en 2001, puisqu'il en parle de cette carte. Et il dit on va faire des déplacements de population, on va tuer énormément de gens, mais par la suite, ça rendra le Moyen-Orient plus vivable. Et pour vous, ça a trait de la pathologie. Moi, quand je vous écoute, je me dis, les types qui pensent ça, ils ont un problème d'ordre psychiatrique. Ouais. Moi, je ne cherche pas à juger leur état mental, hein, je cherche à trouver une solution aux problèmes que ces gens-là créent. Parce que quand dans un article donc, qui a été publié, cet article a été publié le 13 septembre 2001. Donc l'auteur de l'article dit qu'il est nécessaire de faire couler le sang abondamment au Moyen-Orient élargi. Donc moi, je me demande comment est-ce qu'on peut empêcher ça. Je comprends bien. En fait, ma réflexion vient du fait que moi, j'ai travaillé un peu sur l'assassinat de Kennedy. On retrouve dans la rhétorique de la CIA, dans certains agents de la CIA, la même velléité de répandre le sang de personnes qui ne sont pas forcément coupables de quoi que ce soit au profit de la perpétuation d'un projet. C'est-à-dire que, bon, moi, en général, j'ai tendance à dire que le colonialisme de l'Angleterre n'a pas été arrêté. Il y a toujours le diviser pour mieux régner sous le modèle de Lawrence d'Arabie, notamment du monde arabe, et que par l'intermédiaire, parce que l'Angleterre a toujours une influence sur les États-Unis, du néolibéralisme américain, en fait, le monde anglo-saxon se perpétue en répétant les mêmes erreurs et en fuyant en avant dans un rapport économique de la dette, si vous voulez. Et pour ne pas avoir à payer la facture, on en arrive à une insanité de bout de tableau qui rejoint ce que vous dites avec des comportements qui, pour moi, hein, dans les analyses que je fais, ramènent à de l'insanité ou de la psychiatrie. Sur le long terme, je pense que vous avez raison. Hein, c'est bien la continuation de la même opération, en fait, hein, tout ça. Mais dans leurs écrits, les stratèges des États-Unis ne font pas référence à ce qui a précédé. C'est tout. Voilà. D'accord, oui. Ils cachent l'affiliation, peut-être. Hein, c'est ça que vous voulez dire.
Oui, il ne l'aborde pas, d'accord. Ce que je voulais aussi aborder avec vous, c'est quand on aborde le conflit en Syrie et le fait qu'il s'éternise, moi j'ai un point de vue qui est assez tranché. C'est vrai que je ne suis pas forcément bon diplomate, mais je regarde la Russie et je me dis, bon, à l'époque de la guerre en Libye, c'était Medvedev le président, Poutine le Premier ministre, mais les Russes se sont fait doubler. Ils n'ont pas réagi, ils ont été trop lents. Non, 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 non. Non, non. À l'époque, le président Medvedev s'est aligné sur la position des États-Unis contre l'avis du Premier ministre Vladimir Poutine. Ah oui, d'accord, il y avait une contradiction entre le président et le Premier ministre. Il y avait une contradiction terrible et l'ambassadeur de Russie à Tripoli a écrit un rapport à son ministère dans lequel il a écrit que le président Medvedev venait de trahir la Russie. C'était l'avis de l'ambassadeur. Il a donc été rappelé immédiatement à Moscou et pour dire que la tension était très forte. Quand il a été rappelé à Moscou, les télévisions l'attendaient à l'aéroport où il a à nouveau, devant tout le monde, dit des horreurs sur le président Medvedev. Puis, donc je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis. Puis, il a été reçu par le Premier ministre Poutine et devant les caméras de télévision, il était reçu par le Premier ministre alors qu'il venait d'insulter le président. Et pour autant, le tandem Poutine-Medvedev fonctionne toujours. Moi je parle d'un... Non, parce qu'il est toujours Premier Les ministre. rapports de force sont inversés. Sont inversés. D'accord, vous voulez dire qu'il y avait plus, du côté de Medvedev, une inclinaison à être pro-occidentale, tandis que Poutine était plus lucide. Mais pourtant, moi, quand je regarde le conflit en Ukraine qui a succédé, et c'était Poutine le président, oui, oui. de la vue lui-même de Poutine, il s'est fait doubler. C'est-à-dire que, si on le raconte pour nos auditeurs, hein, en Ukraine, la CIA est passée par Facebook, Twitter, a convaincu des jeunes de prendre la tête de mouvements soi-disant révolutionnaires. Ils ont corrompu des acteurs de la société civile. Ils ont poussé tout ce monde à faire une soi-disant révolution. Et quand Yanukovych, qui était plutôt à inclinaison pro-russe, a voulu mettre en place une répression militaire, le groupe Obama, Clinton, Ashton, Soros est intervenu auprès de Poutine pour qu'il empêche Yanukovych de mettre fin à la rébellion, hein, à l'insurrection. Et Poutine, ayant voulu éviter le bain de sang, a accepté l'accord avec les Occidentaux et a dit à Yanukovych de ne pas intervenir militairement. Et évidemment, le clan occidental a accéléré la sortie des gens dans les rues, et on a même vu le camp ukrainien pro-occidental, hein, les politiciens, utiliser des snipers pour tirer dans le dos de leurs propres manifestants et accuser Yanukovych du coup. Et c'est comme ça qu'ils ont démis un président pro-russe dans une logique de progression mimétique, et qu'ils l'ont remplacé par un pro-occidental qui était largement plus mafieux que ce qu'il a remplacé, voire beaucoup plus criminel. Et de l'aveu de Poutine lui-même, l'accord qu'il avait avec le groupe atlanto-sioniste, c'était qu'ils étaient censés faire rentrer les gens chez eux pour éviter le bain de sang. Donc il a expliqué publiquement qu'il s'est fait totalement duper. Et donc il y a toujours une faculté chez les Russes d'être naïfs, on dirait, de se faire doubler par une mouvance occidentale qui a très vite mis de côté la morale pour gagner. Finalement, ce qu'on voit dans la mentalité de l'Occident, c'est un peu la mentalité pro-israélienne et israélienne, c'est-à-dire il n'y a pas de morale, le but c'est de gagner, peu importe les moyens. Et alors, quand on regarde ça avec recul, on se dit, ils se sont fait avoir en Libye, les Russes, ils se sont fait avoir en Ukraine, et là, on regarde Idlib, et on voit qu'encore une fois de plus, l'Occident, par l'intermédiaire d'un homme que je trouve assez flottant et ambigu, qui est Erdogan, qui joue, lui, la carte du néo-ottomanisme, ils arrivent encore à duper Poutine et à réarmer Daesh en prétendant, hein, parce qu'ils sont arrivés du côté de Poutine en prétendant que c'était pour éviter un bas de sang. Et encore une fois de plus, il a accepté. Alors moi, ma question, c'était, quand est-ce que les Russes vont arrêter d'être laxistes et naïfs envers l'Occident et être intransigeants pour finir le travail? Parce que Idlib, ça aurait dû être terminé depuis un moment, quand on regarde... Oui. Alors, d'abord, la Russie vis-à-vis de la Turquie n'est pas dans une position où elle peut imposer sa volonté. Parce que la Russie a besoin de la Turquie pour franchir les détroits et amener sa flotte en Méditerranée. Donc ça, c'est un très vieux problème
c'était déjà le sujet de l'affrontement entre la Russie et l'Empire ottoman au XVIIIe siècle. Ah, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la poursuite du colonialisme d'antan se retrouve dans les lignes néocoloniales, en fait. Oui, tout à fait, absolument. Absolument. Alors là, absolument. C'est une poursuite. Non, là, le président Poutine, il a d'abord cherché à ménager un État de l'OTAN pour s'assurer qu'il pourrait traverser les détroits sans difficulté. Mais ceci ne va pas durer. Parce que la Turquie est en train de construire un canal qui double les détroits. Alors, c'est bizarre parce qu'on peut se dire, mais ça sert à rien, puisque vous avez la voie maritime. Pourquoi creuser un canal qui va longer cette voie maritime? Parce que la réponse, c'est qu'il y a un traité international qui ne permet pas de sélectionner les navires qui traversent les détroits. Soit on ouvre les détroits, soit on les ferme. Tandis que s'il y a un canal qui longe les détroits, à ce moment-là, la Turquie pourra fermer les détroits, mais laisser passer qui elle veut sur son canal. D'accord. Et donc, selon vous, la Turquie est capable de faire quand même basculer la fin du conflit du bon côté? Ah non, non, je ne dis pas ça du tout. La Turquie, elle travaille pour elle-même et pour personne d'autre. Alors là, ouais, et c'est là qu'on comprend pas très bien le comportement d'Erdogan, qui est quand même flottant entre les deux blocs, la Russie et les États-Unis. Et on peut dire qu'il n'est pas rancunier quand il s'agit des États-Unis qui ont essayé de l'assassiner. Alors, comment ça se fait qu'il joue ce jeu de dupe, Erdogan? Quelle est sa carte, lui, personnelle? C'est quoi ce jeu néo-ottoman auquel il se prête? je pense qu'il y a deux choses en même temps, il y a même trois d'ailleurs. Mais bon, la Turquie a sa propre histoire. En tant qu'État, la Turquie se définit, ça peut paraître bizarre, mais ils se définissent comme les enfants du loup de la steppe. C'est-à-dire que la Turquie se définit comme les envahisseurs mongols. D'accord. Et la vocation de la Turquie, c'est de prolonger l'invasion mongole, qui pour elle ne s'est pas arrêtée. Donc, actuellement, la stratégie de la Turquie, telle qu'elle a été expliquée publiquement par le président Erdogan, consiste à appliquer ce qu'on appelle le serment d'Atatürk, ou on dit parfois le serment national ou le dernier serment ottoman. C'est-à-dire qu'au moment où l'Empire ottoman était en cours de dissolution, en fait, la dernière assemblée ottomane a promis de ne pas abandonner certains de ses territoires. Et donc, actuellement, la Turquie revendique non seulement son territoire actuel, y compris le Kurdistan qu'elle a envahi, le Kurdistan avait été proclamé à la fin de la Première Guerre mondiale dans l'actuel territoire turc, donc elle l'occupe actuellement. Ça a été, vous savez, il y a eu deux traités successifs pour la fin de l'Empire ottoman. Un premier qui limitait considérablement la Turquie, et même donc il y avait l'État kurde dans la Turquie actuelle, et puis il y avait Smyrne qui était grec aussi dans la Turquie actuelle. Et oui, c'est ce qui explique les velléités aussi de revendication d'îles grecques, si j'ai bien oui, compris. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin parce que d'après le serment d'Atatürk, la Turquie revendique le nord-est de l'actuelle Grèce jusqu'à la ville de Thessalonique, où Atatürk était né. La Turquie revendique le nord de Chypre, qu'elle occupe actuellement, bien que la Chypre soit un État de l'Union européenne, tout le monde s'en fout complètement, et une partie de l'État chypriote est actuellement occupée par l'armée turque. Oui, la partie nord, ce que vous disiez. Oui. Mais ça, c'est historique que Chypre a toujours été divisé en deux. Pas Depuis du combien tout, ça date de combien de temps? 74.
74, d'accord. C'est Henry Kissinger qui a organisé cette opération, l'opération Attila. Vous voyez, ils se disent les continuateurs des Mongols, l'opération Attila pour l'invasion du nord-est de Chypre. Est-ce que vous sous-entendez oui, que... Oui, ils prétendent qu'ils veulent récupérer le nord de la Syrie, y compris Idlib, qu'ils occupent actuellement, et Alep, qu'ils ont occupé, mais dont ils ont été chassés. Et ils veulent occuper une partie de l'Irak qu'ils occupent actuellement. Et justement, est-ce que c'est pas le laxisme de Poutine envers Erdogan qui fait que le conflit se perdure à cause du fauteur un peu de trouble quand même Erdogan? Non, 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 parce que tout ça, c'est antérieur à l'accord entre la Russie et la Turquie. Cet accord, d'un point de vue russe, c'est une astuce, parce que les Russes ont utilisé l'opposition entre l'OTAN et la personne du président Erdogan pour essayer de distendre les liens entre la Turquie et l'OTAN. Donc, ils ont offert à Erdogan de construire ce Turkish Stream, le gazoduc qui vient d'être inauguré là juste hier. Ils ont offert de construire ce gazoduc, de donner à la Turquie un rôle important dans le transport du gaz vers l'Europe en contournant l'Ukraine. Et de cette manière, de donner des atouts à Erdogan pour qu'il résiste à l'OTAN. Mais bon, Erdogan peut résister à l'OTAN, la Turquie en fait partie. C'est deux choses différentes, Erdogan et la Turquie. Erdogan, lui, personnellement, c'est quelqu'un qui appartient à la confrérie des frères musulmans depuis le premier jour. Il existe, je l'ai vu, une photographie de M. Erdogan, tout jeune, en train de s'agenouiller et de baiser les mains du chef des frères musulmans en Afghanistan, Hekmatyar. Mais vous avez écrit un article récemment pour dire que la fin du conflit en Syrie, ou la fin des problèmes, venait avec la condamnation des frères musulmans, justement. Oui, donc, oui, parce que, oui, bien sûr. On ne pourra pas terminer le conflit dans l'ensemble de cette région. En tout cas, ce que le conflit est devenu depuis ce qu'on appelait les printemps arabes. Les printemps arabes, c'est la reproduction de ce qu'avait fait Laurence d'Arabie, qu'on avait appelé la grande révolte arabe de 1915. Voilà. C'est la même histoire. Donc, cette opération ne pourra se terminer que si on en finit avec les frères musulmans. Mais aujourd'hui, les frères musulmans, c'est la Turquie et c'est le Qatar. Et donc, moi, je reviens à ma question. Vous croyez que c'est impossible que la Russie fasse un peu un coup de force avec Erdogan pour qu'il arrête de bloquer le jeu, finalement? Non, c'est pas possible. C'est impossible. Pour vous, c'est pas possible. Parce que ça supposerait une confrontation avec l'OTAN, c'est pas possible. Non, mais un coup de force, parce que c'est-à-dire que finalement, Erdogan c'est celui qui fait basculer la balance d'un côté ou de l'autre, finalement. Si on écoute vos propos, et je dis par exemple par rapport, moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais si on regarde Idlib, par exemple, il est venu voir la Russie en disant ne lancez pas votre attaque sur Idlib, et puis nous, on va profiter pour exfiltrer Daesh. On a bien vu que le groupe atlanto-sioniste, avec Erdogan, a armé Daesh. Comment ça se fait que les Russes sont incapables, à un moment donné, de passer en force et de dire aux Turcs d'aller au diable? Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais les Russes n'ont pas cédé à M. Erdogan. Les Russes, ils ont agi par raison. Parce que la seule personne dans le système de l'OTAN qui est opposée aux frères musulmans, c'est le président Trump. Il est le seul à être contre ces gens-là. Le président Trump. Oui.
Et vous savez qu'actuellement, les États-Unis ne soutiennent plus les frères musulmans. C'est un changement considérable dans cette région. Ils sont toujours soutenus par les Britanniques, bien sûr, mais plus par les États-Unis en tant qu'État. Alors, je ne dis pas que telle agence gouvernementale, dans le secret de ses dirigeants, fasse des combines avec les frères musulmans, mais ça n'est plus la politique des États-Unis. C'est un problème de latence aux États-Unis de voir la perpétuation de l'ère d'Obama et que Trump n'arrive pas à freiner, parce qu'on a vu qu'il y a quand même des gens qui font n'importe quoi et qui n'obéissent plus aux directives, quoi. Absolument. Enfin, Trump et son gendre, ça fait deux personnes, et en face, il y a une administration avec des dizaines de milliers de gens qui décident et qui lui sont tous opposés. Donc, il essaye de faire ce qu'il peut, mais ça a l'air compliqué, hein. D'accord, je vois. Et donc, alors, la raison pour laquelle il n'y a pas eu l'attaque d'Idlib quand c'était possible, c'est que c'était pendant la campagne des midterms aux États-Unis que s'il y avait eu une attaque d'Idlib, la campagne électorale aurait changé de tonalité aux États-Unis. Et pour se maintenir, Trump aurait été obligé d'agir avec ses ennemis contre la Syrie et contre la Russie. Non. On a dit du calme, hein. On laisse faire les élections aux États-Unis et après on va continuer à discuter avec les États-Unis de manière raisonnable. Donc, pour vous, hein, si j'ai bien décrypté, votre vision de Donald Trump est qu'il respecte, qu'il essaye de mettre en place ce qu'il avait promis dans sa campagne électorale, finalement. Oui. Au niveau, en tout cas, au niveau de la Syrie, parce qu'on voit bien qu'au niveau du Venezuela, il ne respecte pas du tout sa promesse de ne pas interférer dans les élections d'autres. Ça n'est pas exact, parce que au Venezuela, ce qui se passe, c'est organisé par le Southcom, c'est-à-dire le commandement des États-Unis pour l'Amérique latine. Ils ont un commandement pour l'Amérique latine, qui ne leur appartient pas, mais ils ont un commandement pour l'Amérique latine. Donc le Southcom a rédigé un plan pour renverser les successeurs de Hugo Chavez. Et c'est ce plan qui est actuellement appliqué avec un certain succès, il faut le dire. Bon. Lorsque on a demandé au président Trump son aval pour attaquer militairement le Venezuela, pas simplement pour le déstabiliser, pour y amener la guerre pour de vrai, hein. Sur la même configuration que l'Irak, en gros. Une intervention militaire de type Irak. D'accord. Bon. Donc, le président Trump a reçu à la Maison-Blanche des leaders de l'opposition vénézuélienne. Il les a écoutés et il leur a dit « Nous n'interviendrons pas militairement, rentrez chez vous ». Donc, là, on voit encore le problème au sein du Pentagone. La Maison-Blanche refuse l'intervention militaire, mais le Pentagone poursuit la déstabilisation. Ça n'est pas pareil. D'accord. Donc vous pensez qu'il faudra du temps à l'administration Trump pour faire le ménage, et peut-être qu'une réélection éventuelle permettrait d'avoir un visage au niveau du gouvernement américain qui ressemble plus à la vérité de Trump, de changer, de se reprendre à l'intérieur. Moi, je pense que dans son premier mandat, c'est tout à fait impossible à faire. Mais s'il arrive à faire évoluer une partie de ses hauts fonctionnaires, oui, il pourra à ce moment-là appliquer sa politique. Jusqu'à présent, il lutte contre sa propre fonction publique. D'accord. Et l'amorce de velléité, de reprise populiste un peu partout peut accompagner cette transformation? Si on voit, on a la Hongrie d'Orban, on voit en Italie, il y a une reprise populiste. Ça, les premiers à l'avoir amorcé, cette reprise, c'est Poutine. On voit le Brésil. On voit qu'il y a un changement qui est en train de se produire et que certains pays dans ce jeu de dupes, c'est-à-dire qu'on arrive peut-être à la fin de l'imposture de la guerre au terrorisme, hein, qui a consisté à déplacer par des conflits, un rapport économique sur une imposture de guerre antiterroriste, finalement. Hein. C'est un peu ça. On a l'impression que les modèles économiques occidentaux sont inscrits dans l'imposture de la guerre au terrorisme et que ça a été une fuite en avant et que dans ce jeu de dupes,
certains pays comme la Russie, lucides, sont en train de vendre la dette américaine et les bons du Trésor, c'est-à-dire de se désengager de la validation de cette course, cette fuite en avant, pour acheter de l'or. Donc on voit qu'il y a probablement un changement au niveau international qui est en train de se mettre en place et que peut-être certains pays comme la France n'en prennent pas la mesure, puisque, à contrario, la France achète des bons du Trésor. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue de subtil, une transformation, et que c'est à la fin, on arrive à la fin d'un jeu de dupes? Oh, je ne pense pas du tout qu'on arrive à la fin du jeu de dupes. Je pense qu'il y a des nouvelles forces qui entrent en jeu. Bon, vous avez dit, il y a plusieurs pays qui se réveillent, hein, ça c'est manifeste. Mais personne ne peut savoir comment va évoluer cet affrontement. Si la Russie vend des actifs états-uniens, je ne pense pas que ça soit pour la raison que vous dites. Je pense que les Russes voient que s'il y a une politique claire à leur égard, elle est définie par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en train de relancer sa rivalité traditionnelle telle qu'on l'a vue au XIXe siècle avec la Russie, ce qu'on appelait le grand jeu, hein, qui a abouti à la guerre en Afghanistan entre les deux empires de l'époque. Donc là, les Russes accusent tous les jours, les Anglais, les Britanniques, pardon, accusent tous les jours les Russes des pires choses. Farfelu d'ailleurs, hein, c'est illogique. Oui, hein, farfelu, mais totalement... si vous voulez, l'histoire de l'affaire Skripal, par exemple, c'est la reproduction de ce qui avait été fait avec le télégramme Zinoviev quand on disait au début de la révolution russe que Zinoviev voulait peser sur les élections au Royaume-Uni et que voilà, c'est le discours qu'on entend aujourd'hui, exactement la même chose, sauf qu'on sait aujourd'hui que le télégramme Zinoviev était un faux fabriqué par le Parti conservateur britannique. Voilà. Oui, mais là, de toute façon, le gouvernement de Theresa May est facilement décrédibilisé, quoi. Quand on travaille un peu sur l'affaire Skripal, on est choqué de la nullité de la chose, quoi. Il est décrédibilisé auprès de qui? C'est ça la question. Vous voulez dire qu'à partir du moment où même si c'est n'importe quoi, si c'est diffusé dans les médias de masse, ça a fait son effet, c'est ça que vous voulez dire. Le but, c'est de toucher l'inconscient. En tout cas, en Occident, et spécialement au Royaume-Uni, la plupart des gens n'ont pas bien compris cette histoire et en ont conclu qu'effectivement les Russes étaient très méchants, c'est tout, c'est le message qu'on veut faire passer. Voilà. Donc, vous voulez dire qu'à partir de l'objectif de terroriser un peu la population sur une menace russe est atteinte et que peu importe la débilité des accusations ou l'incohérence, c'est le relais médiatique auprès des masses qui compte en fait. Écoutez, si vous êtes britannique, votre choix c'est de dire soit mon gouvernement raconte des trucs, des salades invraisemblables, soit j'ai confiance en mon gouvernement et les Russes sont méchants. Bon, alors la plupart des gens disent je préfère avoir confiance dans mon gouvernement, donc les Russes sont méchants, c'est tout. Oui, parce qu'on voit quand même que les Russes se préparent à une guerre. C'est-à-dire qu'ils ont anticipé que visiblement le groupe atlanto-sioniste ne veut pas payer la facture de cette imposture économique, là, de la fuite en avant, et que c'est les Russes qu'on va essayer de faire payer, quoi. Moi, si je regarde 14-18... Je pense pas. Je pense cette logique va aboutir à une nouvelle séparation du monde. Durant la guerre froide, il y avait un bloc ouest, un bloc est, et puis on ne voyageait pas d'un endroit à l'autre. Hein. Voilà. On va repartir vers une division du monde comme ça. En tout cas, ça, c'est la volonté des Britanniques. Ah oui, d'accord. Donc vous trouvez pas crédible le fait de fomenter une guerre mondiale pour maquiller une dette, en fait. Vous trouvez que ça, c'est une vision simpliste. Vous pensez que... Oui. Et qu'est-ce qui vous fait... Parce que si les Russes se préparent une guerre, c'est qu'ils ont quand même l'impression, avec les renseignements qu'ils ont, qu'on essaye de pousser à la guerre contre les Russes. Je veux dire, le projet Trident, là, dans le nord de l'Europe, ne le fait pas par hasard non plus. Oui, on ne le fait pas par hasard. Mais je ne pense pas que les manœuvres de l'OTAN soient la préparation d'une guerre contre la Russie. Je pense que les manœuvres de l'OTAN, c'est un conditionnement psychologique des membres de l'OTAN. C'est pas pareil.
C'est-à-dire, il faut que tout le monde soit bien convaincu que nous sommes menacés, les Russes reviennent. C'est ça. Mais et quel est l'objectif à terme? Parce que vous dites une partition du monde. Il y a bien une finalité dans cette. Il y a un objectif derrière Être le maître du jeu, quitte à diminuer l'aire de jeu par deux. Comment les Occidentaux peuvent se maintenir au pouvoir alors que leur économie est complètement dépassée par celle des États asiatiques principalement? Comment ils peuvent espérer rester au pouvoir? Donc, dans cette perspective, perspective-là, j'ai bien compris que vous dites il n'y a pas de guerre de masse en vue, que c'est de l'esbrouf et que c'est une sorte de chantage. Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de guerre de masse en vue. J'ai dit que la guerre, elle n'aurait pas lieu entre l'Est et l'Ouest. Vous voulez dire que je pense qu'il y a une guerre qui se prépare entre les pays européens. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'Europe serait la poubelle de défaussement de cette histoire, en fait. Non, non, non. Il y a une classe de privilégiés qui s'est installée pendant la révolution industrielle autour de l'Empire britannique et de l'Empire français. Cette classe-là, certains ont disparu au cours des 2 guerres mondiales, ok, mais il y a toujours des restes, il y a toujours des gens qui sont là. Bon. Oui. Eh bien, comment ces gens peuvent-ils espérer traverser l'effondrement ou disons la stagnation économique de l'Occident? Voilà, c'est ça leur question. Pour traverser cette stagnation économique, soit on prend la doctrine de M. Sebrowski et on dit, eh ben, nous contrôlons l'armée qui contrôle l'accès aux ressources du Proche-Orient, et puis après du bassin des Caraïbes, et puis après de l'Afrique, etc. Bon. Soit on dit, nous mettons hors du jeu la seule puissance qui nous tient tête, la Russie, et on arrivera à ordonner ce qui reste du monde selon nos intérêts. D'accord. Donc, si moi, par exemple, j'avais tendance à dire que l'imposture de la guerre au terrorisme, au moment où il fallait payer la dette, eh bien, les pays anglo-saxons la feraient payer à la France, notamment, puisqu'on a vu que les Anglais, par le Brexit, sont sortis de l'Europe, les Américains ont élu Trump, pourtant, la France reste bloquée dans cette prolongation de la guerre au terrorisme. Hein. On voit qu'ils sont bloqués. Ça veut dire que si c'est un jeu de dupes et qu'il faut payer la facture, ceux qui se retrouvent les dindons de la farce, finalement, c'est la France résiduelle qui, à l'époque de Chirac, était contre la guerre en Irak, finalement. Qui a été trahie par la génération de mai 68 quand Sarkozy et Hollande sont arrivés au pouvoir. Absolument, et on a l'impression qu'elle s'est prolongée par Macron et que ces gens-là font tout pour empêcher une vérité de reprise en France et font tout pour couler la France. Ça veut dire qu'en réalité, la France semble être le point de convergence de la facture des pays anglo-saxons et s'être engagée dans la guerre en Irak dans les années 2000. Alors que Chirac, au départ, était contre. C'est ça qui Oui, absolument. Mais moi, je dirais, si on regarde l'histoire sur des longues périodes, personne n'est jamais destiné à perdre. On est d'accord, oui. Celui qui s'adapte survivra. Mais les gens qui perdent sont ceux qui s'accrochent à une idéologie qui n'évolue pas. C'est uniquement ceux-là qui perdent. D'accord. Et très précisément, c'est ce qui se passe en France. D'ailleurs, tout le monde le voit. Il n'y a plus de débat possible en France. Hein. Oui, on est d'accord. Là, il y a un problème de terrorisme intellectuel d'une caste qui a la main mise sur tous les organes du pouvoir. Ok. S'il n'y a plus d'évolution de la pensée en France, la France, en tant qu'État, ne peut pas s'adapter au changement du monde. Et ça, depuis maintenant pratiquement 15 ans, on est resté bloqué. Oui, enfin, ceci dit, sans être naïf, les gens qui organisent ça, eux, vont réussir à sauver leurs billes. C'est la population française qui va payer l'addition. C'est pas les élites qui, elles, savent très bien s'organiser pour... Ouais. À mon avis, beaucoup d'élites françaises vont payer l'addition aussi. Ah oui, vous percevez qu'ils n'arriveront pas à échapper à
Alors Si vous voulez, Machiavelli, je sais pas. c'est l'histoire de la Révolution française, hein. Vous pensez donc, vous, qu'il peut y avoir une velléité de reprise populaire et de renversement de pouvoir, que c'est totalement crédible? Ah, bien sûr que c'est totalement crédible, mais ça sera provoqué par des événements extérieurs. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Attendez, alors on fait bien une distinction. On parle Oui. événements extérieurs. Qu'est-ce que vous entendez par une influence extérieure qui provoquerait ça, par exemple? Alors, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas pour le moment, mais je suis un peu loin de la France et peut-être je ne saisis pas immédiatement ce qui se passe en France, mais pour le moment, bon, je vois bien il y a un bouillonnement terrible, hein, mais ce bouillonnement n'est pas en mesure de l'emporter sur des institutions parfaitement établies. Voilà. Et donc, vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose à l'extérieur qui déclenche, par effet de domino, un changement? Ouais, je pense, et je dois dire que moi, ça me terrifie hein, comme idée, mais je pense que euh, dans l'histoire française, il y a plusieurs fois eu des moments de blocage intellectuel, et que chaque fois, euh, ils ont été résolus euh, d'une manière violente, et qu'ils ont emporté avec eux de manière un peu indistincte les élites de leur époque. Donc, à la Révolution française est l'exemple parfait, hein, ça c'est clair. Bon, dans l'aristocratie, il y avait des gens qui comprenaient ce qui se passait, Et et qui en avait pourtant, causé la sorte. ils ont été emportés avec la vague. Voilà. D'accord. Et ceux qui font la sourde oreille, de la même manière aujourd'hui, seront emportés, comme dans le passé, d'autres l'ont été. C'est ça que vous... Mais c'est ça, et je pense que c'est un drame, mais c'est un drame dont malheureusement ces gens sont les seuls responsables. Ah, on est bien d'accord. Et par contre, vous, puisque vous êtes français, un jour, votre but, c'est quand même de revenir libre, Oui, bien sûr, et sans problème en France, quoi. bien Et sûr. donc, vous allez guetter probablement les prochaines élections ou les changements en France pour voir si vous aurez une opportunité, parce qu'il est évident qu'un changement de pouvoir vous donnera plus l'opportunité de revenir librement, on est bien d'accord. Ah, moi, je peux revenir si euh, j'ai l'assurance, pas simplement. Ça veut dire, au niveau des contacts, si on vous confirme que vous aurez bénéficierez d'une protection et que vous n'êtes pas Non, ciblé, vous reviendrez. j'ai Mais si pas vous n'avez besoin. pas, vous reviendrez. J'ai pas besoin de protection. J'ai besoin simplement qu'on ne m'attaque pas. C'est quand même simple. Vous avez besoin que les autorités se manifestent pour vous garantir que vous n'êtes pas un ennemi, considéré Voilà, comme un ennemi du gouvernement. D'accord. voilà. Et à Voilà. cette condition-là, vous reviendrez sans problème. Ok. Ah, si vous voulez, je vais quand même pas prendre le risque On de. est bien d'accord. On est bien d'accord. Je comprends bien. C'est totalement cohérent. Bon, je ne veux pas abuser de votre temps plus que ça. Vous avez été fort aimable de m'accorder plus d'une heure. On a fait quand même un travail intéressant sur des points bien précis. Et effectivement, si vous avez des choses à ajouter pour finir la vidéo, est-ce que vous avez des éléments pour compléter ou est-ce que ça vous satisfait là sur ce qu'on... Moi, ça me satisfait tout à fait, sauf là sur la question de ce qui se passe en France. Oui. Bon. Euh, Bien que je ne sois plus en France, j'ai évidemment toujours des contacts personnels avec des dirigeants français de partis très différents les uns des autres. D'accord. Et euh, je constate que même ceux avec qui j'ai des relations d'amitié anciennes ne sont plus capables aujourd'hui de dire en public ce qu'ils pensent lorsqu'on se parle En ou privé. lorsqu'on s'envoie des messages, quoi. Bon. Donc, je considère que euh, ils ne sont pas en capacité d'aider leur pays, Vous voulez dire d'aider notre pays. il faut de la franchise et il faut avouer, dire quand quelqu'un a l'impression qu'il y a un problème. Par exemple, Gérard Collomb, là, qui a expliqué qu'on allait au chaos et qui a Oui, mais démissionné, c'est ce genre de comportement que vous attendez des gens qui sont au courant des problèmes de la France, quoi.
il y a un moment, il faut dire, on ne peut pas continuer à faire semblant et à se taire. Non, c'est pas possible de faire ça. Je pense, bon, alors, Gérard Collomb a choisi de retourner en province. Voilà, bon, eh bien, peut-être un certain nombre de dirigeants nationaux devraient faire la même chose, quel que soit leur parti politique. Et je pense que s'ils ne le font pas, la tension continuera encore en France. De toute manière, dans la situation de blocage intellectuel qui existe, il n'y a pas de possibilité d'évolution des institutions. Elles sont bloquées, ça ne va pas changer. Elles ne peuvent que continuer comme elles le font aujourd'hui. Et par exemple, là, j'écoutais le Premier ministre Édouard Philippe parler hier et il expliquait que voilà, il écoutait les manifestations, les protestations, etc., mais qu'il allait libérer les gens de la dépendance au pétrole. Mais personne ne lui a demandé ça. Hein? Donc lui, il dit, voilà, il y avait la manifestation des Gilets jaunes, alors il dit, j'ai écouté ce que disent les gens, je ne vais pas changer parce que je vais les libérer de ce qu'ils ne m'ont pas demandé. Oui, oui, c'est un discours totalement coupé de la réalité, des attentes. Oui, on est bien voilà, mais je ne doute pas qu'il y ait une certaine sincérité quand il parle comme ça. Ce que je veux dire, c'est que même quand il voit des centaines de milliers de gens devant lui qui protestent, il dit je ne changerai pas. Il ne peut pas changer. C'est une question intellectuelle. Pendant la Révolution française, aucun des dirigeants français n'a changé. Bon, peut-être Mirabeau, on va mettre de côté, mais sans ça, ils ont tous continué avec l'esprit du système qui s'effondrait. Donc, forcément, on va à un moment donné vers une explosion. Et c'est dommageable pour le pays, cette explosion. Mais rester sur les conneries actuelles, ça l'est encore plus. Donc vous êtes solidaire de la frustration des Français et vous adressez par l'intermédiaire de cette interview un message aux élites qui pratiquent de l'autisme et une idéologie forcenée qui n'aboutit nulle part. On est bien d'accord. Oui, c'est le message que vous diffusez. Ben, je suis d'accord avec vous. Hein, moi, je suis très heureux de voir que les gens que j'essaye de tenir ce discours et que on ne l'écoute pas, mais voilà, j'ai l'impression que les gens se rendent compte de ce qui ne va pas. Et il faut se rendre compte que le pays a changé, l'économie a changé. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie globalisée. Donc, les décisions que l'on peut prendre en France ne peuvent être applicables que si on change notre rapport à l'étranger. Si on sort... Alors attendez. Il y a eu un bref moment de coupure, mais c'est revenu. Oui. C'est revenu. Je disais, nous sommes dans un monde globalisé. Donc là, ça fait 3 présidents successifs qui essayent de prendre des décisions, mais ça ne se traduit pas dans la vie quotidienne. Parce qu'en fait, ils n'ont plus le pouvoir. Il faut d'abord que les institutions retrouvent le pouvoir. Et ça demande que le pays retrouve son indépendance face à des entités transnationales. Ben, oui, mais alors dans ce cas, je me permets juste de dire, il faut tout simplement un changement d'élite politique, parce que ce que vous dites ne correspond pas aux lignes politiques de ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et peut-être que l'analyse de la génération de mai 68 arde et de son prolongement au service du système élitiste est le cœur du problème. Il faudrait peut-être un mouvement plus populiste, finalement. Parce que
On va dire que si, par exemple, on compare Marine Le Pen au niveau de Oui, Sarkozy, au niveau de la guerre en Libye, il est évident que oui, Marine Le Pen n'aurait pas fait la guerre en Libye, puisqu'elle n'avait pas le oui, même oui, rapport au colonialisme que Sarkozy, qui avait un rapport néocolonialiste. Donc, comme par hasard, les gens qui ont un rapport de recentrage sur leur propre identité ont un rapport plus vertueux aux pays pauvres, dans lesquels, en général, les pays riches sont bien implantés pour sûr. des questions de ressources naturelles. Donc, il est évident que la solution passe par un changement de classe politique et par des gens qui sont plus préoccupés par l'identité du peuple français Oui, et oui, à travailler à sa culture au lieu de se dispenser un peu partout et de semer le chaos. Et c'est l'influence anglo-saxonne qui est marquée par ce que j'appelle l'aspect des Vikings. Hein, la France a connu dans son histoire des raids Vikings qui ont ravagé. Il y a un esprit chez les Vikings d'aller chez les autres pour les piller. Et cet aspect viking s'est prolongé dans les modèles économiques de cultures qui en sont issues, les anglo-saxons qui leur bras armé les États-Unis. Et la France a plus dans sa culture en général, est plus nuancée dans son rapport de déferlement dans le monde. Et donc, il est évident que c'est un rapport plus mesuré de recentrage sur soi. Et c'est ce qu'avait dit Trump. C'est pour ça que je suis un peu déçu, moi, de mon côté de Trump. C'est parce qu'il n'arrive pas à appliquer ce qu'il avait dit, un recentrage sur son économie chez lui. Voilà. Et c'est un peu pareil en France. Il y a une caste qui s'accroche au pouvoir et qui ne veut pas la lâcher et qui est en train de mettre le pays dans le mur tout en préparant son évasion à elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, moi, qui oui, oui, me... oui, 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 oui. Et j'insiste sur le fait que là, actuellement, il y a une révolte qui naît à propos de l'écrasement fiscal, particulièrement dans les zones rurales. Hein. Mais la solution n'existe que par un changement préalable de la politique étrangère. Il ne sera pas possible de changer l'économie en France si on ne change pas d'abord la politique étrangère. Or, il n'y a jamais eu de démocratie française que c'était le domaine réservé du monarque, la politique étrangère. Et tant que le peuple ne se saisit pas de cette question, il ne trouvera pas la solution. Voilà. Pour le simplifier, on peut dire que au lieu de se lancer dans la compétition machiavélique, si on remettait la morale au centre des préoccupations, on n'aurait pas les problèmes auxquels on est confronté. C'est pas une question de morale, c'est une question de savoir-vivre, simplement. Mais ça On inclut la doit morale. vivre. Regardez le conflit en Oui, Syrie. C'est immoral le comportement du gouvernement français au oui, fait de prétendre lutter contre le terrorisme tout en finançant les terroristes. Donc on est bien bien d'accord sûr. que ce sont les valeurs et la morale qui devraient être le fondement des actions des gens. Et que si on se basait là-dessus au lieu du machiavélisme financier, on n'aurait pas les problèmes de dette et de crimes qu'on accompagne, si vous voulez. Ok, mais ça dépend de la définition qu'on a de la morale et c'est un mot qu'on peut Voilà. utiliser pour dire autre chose. C'est pour ça que j'évitais ce terme-là. Vous avez trop l'habitude qu'on gavole le terme de la morale qui est à géométrie variable selon les gens. Moi, je parle de morale dans l'absolu. On voit bien que Poutine a un rapport un peu plus vertueux dans l'accord, dans le respect des accords et des normes internationales que le camp attentationniste. Et c'est bien une question de morale. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais. D'accord. Le respect de la parole donnée, oui. Le respect, Ouais. et puis le respect des règles internationales, parce que Oui. on voit bien que la mouvance atlantocionniste se cache toujours derrière des tas de concepts, mais ne respecte aucun en tout cas des normes internationales. On voit bien qu'il y a rien qui est respecté, quoi. Oui, C'est mais les institutions internationales, par exemple les Nations Unies, ont connu la même transformation que ce que l'on voit en France. Donc, aujourd'hui, l'administration des Nations Unies n'obéit plus à l'Assemblée générale. D'ailleurs, on ne sait même plus si l'Assemblée générale existe, elle ne sort que très occasionnellement. Et l'administration des Nations Unies, donc des hauts fonctionnaires, prennent des initiatives à l'insu et à l'encontre du Conseil de sécurité. Donc, si vous voulez, c'est une situation de fou. La guerre en Syrie, alors, non pas au moment où nous parlons là, mais dans les 2 années précédentes,
La guerre en Syrie, elle a été coordonnée par des hauts fonctionnaires des Nations Unies, à l'insu du Conseil de sécurité. Donc, le système est devenu tellement... tout est vérolé de l'intérieur. C'est une insanité de bout de tableau, quoi, on a l'impression. Oui. Ce que vous disiez, c'est des élites qui s'accrochent à la perpétuation de quelque chose qui ne marche pas, et dans leur comportement, il y a une certaine insanité. Même si je sais que vous ne voulez pas juger ou quoi qu'est-ce, c'est quand même cliniquement le constat qu'on peut faire de comportement, quoi. Je vous remercie de m'avoir accordé ce temps. Je vais évidemment, enfin, si, je vais reprendre la vidéo, je vais peut-être couper certains petits passages dans une logique d'efficience. Je vous enverrai le lien, et puis vous me direz si vous validez la vidéo. Mais en tout cas, ça permettra que vous relayez votre message aux Français, puisque je vois que ça vous tient à cœur de discuter avec les Français, et que vous êtes tenu à l'écart, et que c'est pas normal pour un citoyen français de vivre banni comme ça. C'est pas normal. Vous êtes bien d'accord? Il y a 2 ou 3 jours, il y a eu une émission sur France Culture, et c'était pour dire du mal de Trump et de moi. Je ne sais pas pourquoi, bon, bref. Et un des intervenants a dit que j'avais une pensée totalitaire parce que je refusais le dialogue. Mais c'est eux qui ne veulent pas me parler. Pourquoi ils m'ont pas invité dans leur émission? On voit dans vos propos que vous êtes trop gentil par rapport à cette caste et que vous essayez de les raisonner alors que ce ne sont pas des gens raisonnables. C'est une réalité. Il y a des gens qui ne sont pas raisonnables. On ne peut pas discuter. Ils sont engagés dans un blocage. Ce que vous disiez, quand on regarde les émissions en France, on a vraiment l'impression qu'il y a du terrorisme intellectuel et que c'est un terrorisme intellectuel qui s'accompagne par un terrorisme djihadiste sur le terrain dont on a l'impression que c'est la contrepartie médiée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est la contrepartie, mais oui. C'est aussi la continuation. Je dis ça tout simplement parce que on s'aperçoit que les mêmes qui sont bloqués dans leur idéologie forcenée, c'est les mêmes qui prétendent lutter contre le terrorisme tout en le finançant. Donc moi, je me dis que c'est la médiation d'une violence occidentale dans les pays pauvres qui s'exerce par les terroristes qui financent. Donc je dis, il y a une pour moi, hein, il y a un lien entre la violence intellectuelle pratiquée dans les médias et la violence qu'on voit par l'intermédiaire des djihadistes qui financent politiquement tout en prétendant en être victimes. C'est pour ça que pour moi, ça renvoie à une insanité, que je fais des analyses sur ça, parce que moi, ça ne me dérange pas de dire que ces gens sont perturbés mentalement. Voilà. En tout cas, Thierry Messant, je vous remercie pour votre gentillesse et le temps que vous m'avez accordé. Je fais plein de bonnes choses pour la suite, et puis peut-être à une prochaine fois alors. À bientôt. Au revoir Thierry Messant.